Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, L'Atlas du mondialisme de Pierre Hillard. Alors, c'est un ouvrage assez différent de ce que laisserait attendre son titre. En fait, on peut dire qu'il y a deux parties bien distinctes, avec un chapitre faisant transition. En gros, les chapitres 1 à 5 constituent un atlas, au sens classique du terme. Il y a des cartes et quelques commentaires. Le chapitre 6 fait la transition vers un très long chapitre 7 qui pèse à lui tout seul presque la moitié de l'ouvrage et qui n'a absolument rien d'un atlas puisqu'on y trouve fort peu de cartes. C'est un essai illustré par quelques documents. Alors on va commencer tout de suite par la première partie, c'est logique, c'est-à-dire par l'atlas. Alors, disons tout de suite que cet atlas n'est pas organisé comme je m'attendais personnellement à voir organisé un atlas du mondialisme. Moi, j'aurais sans doute construit l'Atlas différemment. Je pense que je serais parti du plus général, la cartographie planétaire du mondialisme, pour aller vers le plus particulier, la cartographie des entreprises spécifiques que j'estime pouvoir rattacher à une démarche de type mondialiste. Ce n'est pas le choix de Pierre Hillard. Il a préféré présenter les cartes relatives à deux démarches qu'il estime pouvoir être rattachées au projet mondialiste. D'une part, la construction européenne, chapitres 1 à 4, d'autre part, les multiples projets de refonte politique, financière et territoriale des États-Unis, chapitre 5. La partie sur l'Union européenne est la plus complète. Il faut dire que c'est un peu le domaine d'expertise numéro 1 de Pierre Hillard qui s'est fait connaître il y a une quinzaine d'années en analysant les projets européistes. Il distingue dans l'Europe actuelle deux principes. L'un allemand, ethno-linguistique et dominant puisque l'Allemagne est plutôt dominante, et l'autre français, niveleur et centralisateur, dominé sauf en France, où la République le maintient, disons, sous perfusion. Pierre Hillard explique que la promotion de l'ethno-régionalisme a une histoire qui remonte à très loin, à avant la construction européenne. Elle a d'abord été organisée après la Première Guerre mondiale pour permettre à Berlin de jouer sur les minorités allemandes de l'Europe centrale afin de reconstituer une influence germanique dans certains pays qui avaient échappé à l'Empire austro-hongrois. Voilà par exemple une grande carte de l'Europe danubienne et on va trouver sur cette carte effectivement de très nombreuses petites enclaves peuplées de minorités allemandes. On voit donc bien, si on suit Pierre Hillard, que la logique de conquête nazie n'est pas sortie uniquement ex nihilo, comme ça, du cerveau d'Adolf Hitler, qu'elle a d'abord été la militarisation d'une démarche qui était poursuivie depuis pas mal de temps par les élites allemandes. Alors comme on le sait, ça s'est pas très bien terminé, puisque le projet a échoué. Comment perdre deux guerres mondiales en 30 ans, c'est pas mal, bravo. Et ça s'est terminé quand même par l'expulsion de 14 millions d'Allemands, la plus grande épuration ethnique de l'histoire, dans des conditions assez terribles. Après 1945, la logique ethno-linguistique régionaliste, logiquement, aurait pu être abandonnée par l'Allemagne, dans la mesure où elle n'avait plus tellement de minorités sur lesquelles jouer. Mais elle n'a pas abandonné cette logique. Elle n'a pas abandonné cette logique pour deux raisons. La première, c'est qu'il restait quand même quelques minorités sur lesquelles jouer. Par exemple, une des choses assez étonnantes, c'est que après 1945, en Europe de l'Est, les minorités ont été massivement expulsées vers l'Allemagne, mais pas en Union soviétique. Si bien que les Allemands de la Volga ont essaimé à travers tout le pays. Voilà par exemple une carte des principales implantations allemandes en Russie et dans les pays de la périphérie. C'est une des choses qu'on découvre avec Pierre Hillard, et ça explique pas mal d'aspects un peu inattendus des relations entre l'Allemagne et la Russie. Parmi les nombreux peuples qui se trouvent à l'intérieur de l'espace russe, il y a des Allemands. Vladimir Poutine est un chef d'État qui commande, entre autres, à des Allemands. L'autre raison pour laquelle l'approche
ethno-linguistique a été maintenue par les Allemands, c'est aussi que, de manière profonde, elle correspond à leur vision du monde. Et ils ont tendance, comme tous les peuples, à projeter sur les autres peuples du monde leur vision à eux. Partout, les Allemands cherchent en quelque sorte le substrat ethno-linguistique. Partout, ils cherchent à détecter ce qui va permettre de classer les populations en fonction de ce substrat. Alors parfois, ça peut prendre une dimension relativement comique. Par exemple, dans l'Atlas, Pierre Hillard nous présente une carte des minorités régionales en Europe qui a été établie au début des années 2000 par le groupe des Verts au Parlement européen. Et alors cette carte est assez extraordinaire, je trouve, parce que voyez-vous, nos amis écologistes allemands arrivent à tracer une frontière linéaire, figurez-vous, qui est ici, et qui distingue au sud de cette frontière l'Occitania et au nord de cette frontière la France. C'est-à-dire qu'on apprend avec nos amis verts européens que un Vendéen et un Limousin sont séparés par une frontière ethno-linguistique linéaire. C'est quand même assez surprenant. C'est d'autant plus surprenant que dans le même temps, nos amis verts allemands n'ont pas du tout relevé de frontières de cette nature à l'intérieur de l'espace germanique. Alors moi, ça me fait marrer, parce que, sans prétendre le moins du monde être un germaniste distingué, je parle un peu allemand, je suis déjà allé dans ce pays, et je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble quand même qu'il y a réellement en Allemagne des dialectes qui sont pratiqués, et qui sont tout de même bien différents les uns des autres. Eh bien là, pas du tout, et même la Suisse alémanique, d'après les Verts allemands, eh bien, il n'y a pas de distinction avec l'Allemagne qui parle le Hochdeutsch. C'est-à-dire que pour un Vert allemand, un Français du Limousin qui parle avec l'accent du Limousin est séparé par une frontière ethno-linguistique de son voisin français vendéen ou des Charentes qui parle avec un accent légèrement différent. Par contre, un Suisse alémanique qui parle le dialecte suisse alémanique n'est pas séparé par une frontière ethno-linguistique de son voisin d'Allemagne qui parle le Hochdeutsch. C'est drôle, parce que dans la réalité, ça n'a absolument aucun sens. Je veux dire, là, on voit très bien qu'en fait, ce que les Verts allemands ont voulu dire, c'est qu'il fallait diviser ce gros machin français qui est à côté de l'Allemagne et qui pose problème parce que ça remet en cause potentiellement la prépondérance de l'Allemagne en Europe. Ça se voit, je veux dire, à l'œil nu, si j'ose dire. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre Hillard montre comment cette approche allemande ethno-linguistique peut donc paradoxalement s'adosser à la vision française désincarnée pour organiser la prise de contrôle du continent par Bruxelles. La vision française sa quintessence figure sur la couverture de l'ouvrage, avec cette carte qui est une proposition de découpage du territoire datant de la Révolution française, bon, qui n'a pas été appliquée pour des raisons pratiques, mais que quelqu'un a imaginé, et qui était une France découpée en damiers, comme un espace totalement homogène, découpé selon des règles purement mathématiques. En théorie, cette approche française, qui a irrigué vers Bruxelles et qui définit en partie la façon dont Bruxelles pense les choses, ne pourrait pas se combiner à l'esprit ethno-linguistique allemand. On a même envie de dire, c'est le contraire. Oui, mais en pratique, quand un pouvoir veut persévérer dans son être et accroître son emprise, il fait feu de tout bois.
il peut très bien utiliser en particulier le prétexte ethno-linguistique pour faire émerger des entités infra sous les États-nations qui l'embêtent, puis développer avec ces entités infra des logiques qui sont plutôt cette fois les logiques françaises de l'unification, de l'homogénéisation forcée. Par exemple, une fois qu'on a utilisé le fait ethno-linguistique pour découper les États-nations, on peut faire surgir des coopérations transfrontalières, et ces coopérations transfrontalières vont servir à définir un nouveau découpage du territoire qui, comme vous pouvez le constater sur cette carte, est un découpage assez géométrique, assez abstrait. C'est vraiment solver et coagula. Solver en utilisant la vision allemande ethno-linguistique et coagula dans le cadre d'une approche technocratique, abstraite, d'inspiration entre guillemets française ou disons jacobine. C'est très intéressant et c'est certainement la partie la plus fouillée, la plus solide du travail de Pierre Hillard, où on voit très bien effectivement la nature de la démarche qui est en cours à Bruxelles. Alors, le chapitre 5, lui, est consacré aux divers projets de recartographie des États-Unis. Je serai plus court sur ce chapitre, parce que de toute façon, il est plus court, il est moins fouillé, mais il montre que, là aussi, la géographie est évidemment un enjeu de la politique. Pour faire court, Pierre Hillard insère les cartes de ces divers projets, tout en rappelant l'historique complexe des relations entre l'appareil politique américain, les États fédérés et l'administration centrale, et puis également les puissances d'argent, et en particulier la lente marche des États-Unis vers l'édification de ce qui va devenir la réserve fédérale. Les cartes montrent comment les projets de redécoupage des États-Unis ont été conçus, entre autres choses, pour mater les États fédérés dans certains cas, ou au contraire pour démanteler un gouvernement fédéral qui devenait trop fort, menaçant en quelque sorte de défendre l'américanisme à la place d'intérêts financiers relativement déterritorialisés, relativement indépendants de la base de puissance américaine en elle-même. Et on arrive assez vite à la conclusion, quand on étudie ce chapitre, que finalement, quand quelqu'un propose de redécouper un territoire, c'est bien parce que ce quelqu'un a une idée derrière la tête, et que l'idée générale, en tout cas dans le cas américain, c'est que la refonte permanente des découpages avantage toujours les acteurs les plus mobiles, alors que les acteurs les plus sédentaires ont eux besoin de stabilité. Et évidemment, l'acteur le plus mobile, par nature, c'est le plus dématérialisé, donc le plus financiarisé. Je fais très court, mais en synthèse, c'est ce qu'on comprend en parcourant les cartes présentées dans l'Atlas s'agissant des États-Unis. Alors à partir du chapitre 6, donc on sort en réalité du domaine de l'Atlas, on entre dans quelque chose d'autre. Le chapitre 6, en fait, c'est un long préambule au chapitre 7, un préambule qui rappelle, pour faire court, l'histoire de l'entrée des Juifs dans les sociétés chrétiennes. Alors vous allez me dire, où est le rapport avec ce qu'on a vu avant? Attendez, on va y venir. Donc Pierre Hillard nous rappelle comment un certain nombre de Juifs sont devenus des maranes, comment ils ont été acceptés ou pas dans certaines sociétés européennes, comment ils ont participé forcément au mouvement qui traversait les sociétés chrétiennes. Il nous parle des évolutions internes au monde juif et de leurs interactions potentielles avec les évolutions du monde chrétien, mais aussi du monde musulman en particulier à travers l'histoire de l'Empire ottoman. Donc c'est là que nous allons entendre parler de Sabbatai Zevi et des Domnés, ces juifs qui l'ont suivi et qui se sont convertis à l'islam, conversion que certains peuvent considérer comme non sincère. Bon, je n'entrerai pas dans ces débats. Qu'est-ce que c'est exactement un maran? Est-ce qu'un maran, c'est quelqu'un qui est dans le mensonge et la dissimulation, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Je n'entrerai pas à ce stade dans cette discussion.
On verra plus loin ce que j'en pense. Pierre Hillard étudie également la Révolution française et l'émancipation des Juifs par la Révolution. Et il arrive à la conclusion finalement que cette mécanique d'émancipation, d'intégration, d'insertion des Juifs dans les sociétés chrétiennes a connu une exception historique importante qui était la Russie, où une politique, dit-il, de brimade a été poursuivie. D'où le fait que c'est dans l'Empire russe qu'est né le projet sioniste. Et à partir de là, Pierre Hillard va nous analyser l'évolution de ce projet, comment il a échoué dans un premier temps, comment c'est en fait l'affaire Dreyfus et la montée de l'antisémitisme en Autriche qui ont convaincu une partie du monde juif de se rallier à un projet qui au départ était très minoritaire dans ce monde. Puis on va parcourir rapidement l'histoire du XXe siècle, comment le projet sioniste s'est adossé à l'impérialisme anglo-saxon à partir de la déclaration Balfour, comment et pourquoi cela explique que le crédit et l'argent de la finance juive aient été plutôt du côté des Alliés que du côté allemand pendant la deuxième moitié de la Première Guerre mondiale, et pourquoi ça n'est évidemment pas complètement indépendant de la montée de l'antisémitisme en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Et puis on va parler ensuite avec Pierre Hillard du rôle central du conflit israélo-arabe dans la géopolitique mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale, du fait que le concept même de choc de civilisation a été incubé au départ pour parler du conflit israélo-arabe. Il va y avoir un certain nombre de cartes, c'est là que le chapitre 6 est encore un petit peu un atlas. Ce sont les cartes, très nombreuses, de remodelage du Moyen-Orient imaginées par les États-Unis. Vous savez que les Américains ont une espèce de passe-temps, ils redécoupent le Moyen-Orient à intervalles réguliers, en tout cas sur le papier. À partir de là, à partir de ce chapitre 6, Pierre Hillard tire une première conclusion provisoire. Il dit qu'il y a un adossement entre des intérêts géostratégiques rivaux qui s'est mis en place, les intérêts géostratégiques allemands en Europe, anglo-saxons dans le monde, les deux guerres mondiales ayant tranché en termes de hiérarchie, c'est le projet anglo-saxon qui l'a emporté, mais que souterrainement, il y a des intérêts sionistes spécifiques qui se combinent avec ces différents intérêts géostratégiques pour les utiliser, tout en se laissant parfois utiliser par eux. Alors, où est le lien avec la première partie, sur la partie Atlas? Mais maintenant, on va en parler quand on va étudier le chapitre 7. Alors, le chapitre 7, je dirais que c'est un long essai, enfin long par rapport au reste de l'ouvrage, pour essayer de défendre et d'illustrer ce qui me paraît être quand même la thèse centrale de Pierre Hillard, c'est-à-dire d'une part l'idée que le fond de l'histoire est religieux, que la cause première, en quelque sorte, derrière les mouvements historiques, c'est la religion, et que, en particulier, l'opposition la plus structurante, la tension la plus forte, la plus décisive dans cet espace religieux qui est lui-même structurant pour toute l'histoire, eh bien cette tension centrale, c'est l'affrontement entre l'Église et la synagogue. Je vais essayer en peu de temps, en quelques phrases, de résumer cette partie de l'ouvrage, sachant que nécessairement mon résumé va appauvrir l'argumentaire de Pierre. Alors je ne voudrais pas que ce soit pris comme une astuce de rhétorique, parce qu'ensuite je vais expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Je ne fais pas exprès d'affaiblir cet argumentaire pour pouvoir le démolir plus facilement. C'est simplement que, forcément, si je devais ne pas l'affaiblir, il faudrait que je lise complètement le bouquin. Je ne peux pas faire ça. Mais je vais quand même essayer de vous en donner la substance profonde telle que je la comprends. Donc on part d'une analyse de l'évolution de la synagogue en nous expliquant que l'ancienne synagogue, en gros celle de l'Ancien Testament, était dépositaire du véritable sens de l'écriture et qu'elle a disparu, étouffée par une nouvelle synagogue trompeuse.
C'est-à-dire que pour Pierre Hilard, qui est en cela tout à fait catholique, en tout cas tel que le catholicisme était avant Vatican II, et je précise que cette approche, c'est important de le préciser, n'est nullement antisémite. Je rappelle que l'antisémitisme, ce n'est pas une opposition à la religion juive. L'antisémitisme est une hostilité aux juifs en tant que personne, chose qui n'existe absolument pas dans le propos de Pierre Hilard. C'est important de le préciser. Bon, dans cette vision, qui est la vision catholique d'avant Vatican II, la synagogue actuelle n'est pas la continuatrice de la synagogue dépositaire du véritable sens de l'écriture, la synagogue de l'Ancien Testament. C'est l'Église chrétienne, et plus précisément l'Église catholique, qui est la continuatrice de l'ancienne synagogue. Chose d'ailleurs avec laquelle, en principe, la plupart des chrétiens ne peuvent qu'être d'accord. Moi, je suis toujours étonné quand je tombe sur des gens, c'est une parenthèse, qui se réclament du catholicisme et qui m'expliquent que l'Ancien Testament est un texte satanique. J'ai rencontré ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, l'Ancien Testament fait partie du message chrétien. Certes, il doit être lu à la lumière du Nouveau Testament, mais il fait partie du message. Et en ce sens, la position de Pierre Hilard me paraît, je le dis honnêtement, beaucoup plus cohérente et compréhensible que la position de quelqu'un, on va dire comme Alain Soral, contre lequel je n'ai rien, bien entendu. C'est sûrement pas moi qui lui reprocherais de ne pas se soumettre à l'autorité des conciles, n'est-ce pas? Je suis mal placé pour ça. Mais ce que je ne comprends pas bien, c'est comment on peut être catholique et ne pas être en fait sur la position qu'explique Pierre Hilard, qui est normale, qui est logique pour un catholique. Bon. Alors, à partir de là, étant entendu que, du point de vue donc de Pierre Hilard, la nouvelle synagogue est trompeuse, il s'agit d'analyser la nature de ce mensonge. Bon. Donc, je vais suivre un exposé des conceptions kabbalistes juives, en particulier la Kabbale laurianique et son approche de la question de l'imperfection d'un monde créé par Dieu. L'exil de la présence de Dieu, comment est-ce possible? Pourquoi Dieu nous a laissé tomber, si vous voulez? C'est le problème classique, central, de tous les monothéismes. Une fois que vous avez dit que Dieu était bon, sinon il n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne fait pas les choses parce qu'elles sont bonnes parce que Dieu les fait. Donc, puisque être dans le bien, c'est être dans la conformité à ce que fait Dieu, Dieu par définition ne peut faire que des bonnes choses. Je veux dire, sinon il y a un problème logique. Mais alors d'où vient le mal? Dans un monde créé par un Dieu tout-puissant, omniscient et bon, comment ça se fait qu'il y a un mal? C'est pas logique, c'est pas normal. Donc tous les monothéistes butent sur cette question et cherchent une réponse. Alors, la réponse, en gros, des kabbalistes, c'est que Dieu s'est exilé de sa création au moment où il l'a créée, parce que s'il ne s'était pas exilé, il ne pourrait pas y avoir de création. D'une certaine façon, si je résume à l'extrême, et c'est moi qui prends le risque de se résumer, il faut préciser, c'est pas Pierre Hilard, j'ai envie de dire comme une boutade que, du point de vue des kabbalistes, Dieu a créé le monde pour donner un terrain d'entraînement à Israël. Car c'est la nécessité d'une réparation du monde qui passe par l'action d'Israël qui fonde le sens de l'histoire. Effectivement, largement, la vision kabbaliste, si je la résume à l'extrême. Et c'est le juif, en suivant la Torah, qui va séparer le bien du mal et donc réparer le monde. Comment? En extrayant du monde des gentils toutes les particules de lumière qui s'y trouvent pour que le bien soit à nouveau concentré dans Israël. Voilà comment les kabbalistes, disons une partie d'entre eux, ont imaginé de répondre à la question posée par la présence du mal, ce qui est assez illogique effectivement dans un univers strictement monothéiste. Ensuite, Pierre Hilard, qui a manifestement très bien lu Gershom Scholem, nous fait
un peu un historique des gens qui se sont inscrits dans cette vision, et il nous parle en particulier des ineffables Sabbatai Zevi et Nathan de Gaza. Alors il en dit que ces braves gens étaient, dans un regard catholique, tout simplement victimes d'une possession démoniaque, et que pour quelqu'un qui n'est pas catholique, c'était des malades mentaux. Alors je ne sais pas comment les catholiques voient la chose, n'étant moi-même pas catholique, mais je vous confirme une chose, dans mon regard de non-catholique, ce sont des dingues, ce sont des tarés. J'ai lu la Kabbale de Gershom Scholem, il parle de ces braves gens. Effectivement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ben, ça mon poteau, c'est pas de la psychose d'amateur, hein. Ouh, il y a du niveau là. Bon, alors on va pas rentrer dans le détail, Pierre Hillard nous analyse à partir de là la conversion de Sabbatai Zevi en expliquant a priori que quelqu'un qui s'est proclamé Messie des Juifs se convertisse à l'islam, c'est totalement absurde, mais une fois qu'on est rentré dans la logique de la Kabbale lorianique, où il faut qu'Israël aille chercher les étincelles de lumière pour les ramener vers la judéité, à ce moment-là, ça prend un sens. Et à partir de là, par extension, Pierre Hillard va réfléchir à tout ce qui s'est passé aussi dans le monde chrétien, en particulier les liens entre le monde juif et la révolution anglaise d'Oliver Cromwell, les liens entre le monde juif et la glorieuse révolution anglaise. Bon, il va nous faire l'historique de tout ça pour nous amener à la conclusion que manifestement, la pénétration de la chrétienté par une fraction du monde juif a répondu à un projet renvoyant à ses conceptions kabbalistes. Au-delà du sabbataïsme, Pierre Hillard va aussi nous parler du frankisme. Alors frankisme, F-R-A-N-K-I-S-M-E, il s'agit de la doctrine du rabbin Jacob Frank, un sabbataïste qui s'est converti au christianisme au XVIIIe siècle et qui a manifestement essayé de faire pour le catholicisme ce que Sabbatai Zevi avait fait pour l'islam. En tout cas, c'est l'interprétation de Pierre Hillard. Et Pierre Hillard rappelle qu'effectivement, on trouve des liens assez importants entre certains milieux franquistes et certains milieux révolutionnaires français de 1789. Pierre Hillard formule, ou disons esquisse, une théorie générale. Il ne fait que l'esquisser parce que je pense qu'il sait que sa pensée est encore en marche et donc il ne veut pas la figer. Il esquisse une théorie générale de ce qu'il estime être le mondialisme. On reviendra après sur la définition. Cette démarche, dont il a donné des exemples avec la construction européenne, Solvay et Coagula, Solvay par l'esprit ethno-linguistique, Coagula par l'esprit centralisateur, dans le cas des États-Unis, avec les projets de redécoupage divers, au Moyen-Orient, avec les différents projets de redécoupage, etc., il esquisse une théorie générale où, en gros, ce qu'il dit, c'est derrière tous ces projets de découpage, de redécoupage permanent, il y a la volonté, en quelque sorte, d'agiter le monde pour permettre à des gens qui sont capables de se structurer, même quand toutes les frontières changent tout le temps, d'aller chercher dans ce monde en mouvement permanent les étincelles de lumière qui doivent être ramenées vers Israël, de façon à séparer à nouveau le bien du mal. Pour que le monde remis en ordre soit organisé autour d'une hiérarchie, avec une religion dominante d'un peuple prêtre, en quelque sorte, un certain judaïsme, pas forcément tout le judaïsme, et pour les autres, le noachisme, une sorte de judaïsme pour les gentils, leur distillant en quelque sorte une vision du monde compatible avec le talmudisme. Voilà la thèse générale
de Pierre Hillard, si je fais très court, si je la résume. Et encore une fois, désolé de ne pas en avoir pu présenter tous les aspects, la vidéo aurait été trop longue. Donc maintenant je vais vous dire ce que j'en pense. Mais d'abord, avant toute chose, permettez-moi d'insérer deux avertissements. Le premier pour mes amis catholiques. Donc que ce soit bien clair, non seulement je ne suis pas catholique, mais même je suis franchement un petit peu hérétique sur les bords. Je n'ai évidemment rien contre le catholicisme. J'ai d'ailleurs défendu à plusieurs reprises mes amis catholiques contre les accusations absolument injustes dont ils étaient victimes de la part de certains laïcistes forcenés, mais je ne suis pas du tout catholique. Je ne crois pas que l'Église catholique, apostolique et romaine soit détentrice des pouvoirs qu'elle dit détenir. Par conséquent, il est tout à fait inutile de regarder la suite de cette vidéo si vous, à titre personnel, vous estimez qu'un discours qui fait abstraction du dogme catholique est sans intérêt. Donc je répète pour qu'il n'y ait pas mal d'hommes. Que ce soit bien clair également, contrairement à ce que pense un célèbre humoriste franco-japonais, je ne suis pas juif. Je ne suis évidemment pas antisémite. À mes yeux, pour être tout à fait honnête, l'antisémitisme est d'une rare bêtise. Mais je ne suis pas juif. Et je rappelle à tous ceux qui ont pris Pierre Desproges au premier degré que on peut n'être ni juif ni antisémite. C'est possible. Je ne crois pas que le peuple juif soit le peuple élu. En fait, pour être tout à fait honnête, je pense même carrément que le peuple juif n'est que sa propre illusion. Par conséquent, il est tout à fait inutile de regarder la suite de cette vidéo si vous, à titre personnel, vous estimez que tout discours doit partir de la pétition de principe que le peuple juif est le peuple élu. Donc je répète pour qu'il n'y ait pas mal d'hommes. Bon, cela dit, on peut passer aux choses sérieuses. Normalement, ceux qui parlaient à un ami imaginaire sont sortis de la pièce. On est entre gens adultes. Alors d'abord, je voudrais un petit peu préciser quand même d'où je parle. À mes yeux, une religion, c'est deux choses. Une hypothèse philosophique, Dieu ou les dieux, et un fait social. En tant qu'hypothèse philosophique, la religion, c'est généralement, on va dire, un point de départ pour les esprits supérieurs et une posture confortable pour se reposer pour les autres. En somme, ça se discute. Mais de toute façon, peu importe, c'est l'aspect social de la religion qui nous préoccupe ici. En tant que fait social, une religion, c'est ce que la mémétique, la discipline qui étudie le fonctionnement des mèmes à travers les systèmes sociaux, eh bien c'est ce que la mémétique appelle un memplex codifié et structuré, c'est-à-dire un ensemble de comportements répandus par imitation, voire par apprentissage, organisés autour d'un récit, avec un objectif précis qui est incuber dans un groupe humain, le groupe des adeptes, un ensemble de comportements pseudo-instinctifs, des pseudo-instincts culturellement construits en quelque sorte. C'est ce qui permet à un système fédérateur humain de fonctionner là où les systèmes fédérateurs des autres animaux sociaux ne fonctionnent pas. Les loups, par exemple, ont des instincts permettant de fonctionner en meute dans un environnement très stable. Les hommes, quand ils vivaient en toute petite communauté, ont inventé des religions adaptées à ces toutes petites communautés, des religions animistes en général ou chamanistes, pour faire fonctionner leur meute de façon plus souple, de manière à ce que
au-delà de leur sphère instinctuelle spontanée, ils aient une sphère instinctuelle culturellement construite, en quelque sorte, ou pseudo-instinctuelle, disons, permettant à leur meute de s'adapter à des environnements plus divers, plus variés. Les abeilles ont des instincts sociaux adaptés à un fonctionnement en très grand système fédérateur. Nous, humains, nous sommes au fond des super-primates. Donc nous sommes dotés d'instincts naturels adaptés à un fonctionnement en petit système fédérateur. Eh bien, à mes yeux, la plupart des grandes religions qui ont surgi depuis que les êtres humains se regroupent en très grands systèmes fédérateurs, c'est-à-dire en gros depuis la révolution agricole, la plupart de ces religions ne sont rien d'autre que des machines sémantiques permettant d'incuber le même plex structuré qui vient combler la regrettable lacune du superprimate humain. Il n'a pas d'instincts sociaux adaptés à un très grand système fédérateur. Voilà, une religion c'est ça, et à mes yeux d'épouvantable hérétique, le catholicisme, le judaïsme orthodoxe, les différentes écoles kabbalistes, tout ça, c'est toujours des machines sémantiques qui visent en fait à permettre à des hordes de superprimates de construire des sociétés très grandes comme s'ils avaient des instincts d'abeilles. Catholicisme, machine sémantique pour faire fonctionner ensemble les superprimates catholiques. Judaïsme, machine sémantique pour faire fonctionner ensemble les superprimates juifs. Kabbale, machine sémantique pour incuber des réseaux de superprimates capables de s'infiltrer un peu partout dans les ruches des divers animaux sociaux humains. Alors je sais que ce n'est pas une définition très sympa de ces religions. Sorry pour les adeptes du judaïsme ou du catholicisme, que tout cela a pu choquer. Mais bon, vous avez été prévenus, je ne vous prends pas en traître, j'ai mis l'hérétique alerte et la goye alerte à l'entrée. Hein. Bon. Donc, cela étant posé, étant admis que dans la suite de la vidéo, nous n'admettons aucune espèce d'explication surnaturelle d'aucune sorte, allons-y dans cette optique pour une critique du travail de Pierre Hillard. Je vais essayer modestement, amicalement et en tant que chrétien, je dirais fraternellement, d'apporter mon point de vue à mon ami catholique. Il en fera ce qu'il voudra. Autre remarque préliminaire au passage quand même. Il y a une sorte de guéguerre sur le web francophone entre deux tendances, l'une conspirationniste et l'autre anti-conspirationniste. En gros, un conspirationniste, c'est généralement quelqu'un qui a un biais cognitif. C'est quelqu'un qui croit que lorsqu'une explication par le complot n'est pas strictement impossible, et qu'elle est satisfaisante du point de vue de la mise en cohérence globale de l'environnement tel qu'il peut le détecter, eh bien, entre guillemets, ça prouve, ou ça indique, ou ça laisse penser que le complot est réel. Clairement, c'est un biais cognitif. S'il suffisait qu'une chose soit possible et qu'elle fournisse un schéma explicatif pour qu'on la considère comme démontrée, je ne dis pas qu'on pourrait démontrer n'importe quoi, puisque précisément on ne pourrait pas démontrer ce qui est impossible ou ce qui ne fournit pas de schéma explicatif, mais on pourrait démontrer tout, ou presque, donc, et son contraire. Après tout, j'ai rencontré une fois quelqu'un, un complotiste, qui pense que la Lune est creuse, qu'il y a des extraterrestres dedans, et que c'est eux qui, en nous manipulant, font du mal à l'humanité. Son argument, c'est qu'on ne peut pas être sûr que la Lune est pleine, donc il est possible qu'elle soit creuse, il faut reconnaître que c'est vrai. Que s'il y a des extraterrestres dans la Lune qui nous manipulent, ça explique que tout ne se passe pas très bien sur Terre, je l'admets, et donc ça laisse penser que, n'est-ce pas? Voilà, il y a des extraterrestres dans la Lune qui est creuse et qui manipulent la Terre. Alors en général, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que j'essaye de trouver un type qui croit que Mars est creuse et que les extraterrestres sont sur Mars. Ensuite, je le mets en présence du type qui croit en la Lune creuse et je les laisse se démerder. Bon,
ça, c'est pour les conspirationnistes. Alors ensuite, vous avez les anti-conspirationnistes. Alors l'anticonspirationnisme est aussi, à mon avis, un biais cognitif, mais qui s'est formé en réaction au conspirationnisme. L'anticonspirationnisme consiste à penser que si quelqu'un admet qu'il est possible que le complot existe, alors c'est que ce quelqu'un peut être assimilé aux gens qui jugent que si le complot est possible et qu'il fournit une explication globale, et par conséquent, quiconque pense qu'un complot est possible devient automatiquement un conspirationniste aux yeux des anticonspirationnistes. Ergo est disqualifié. Bon, ben c'est idiot. Moi, par exemple, je considère qu'il est possible qu'il y ait des complots, il est même possible qu'il y ait un très grand complot, une très grande conspiration à l'échelle de l'histoire. C'est tout à fait possible, c'est peu probable en réalité quand on réfléchit aux conditions objectives de survie d'une conspiration à très grande échelle, mais ça n'est pas strictement impossible. Ça ne fait pas de moi un conspirationniste parce que je n'admets pas pour autant que la possibilité de la grande conspiration permette de conclure à sa réalité. Alors ces débats, si on peut appeler ça des débats, entre conspirationnistes victimes d'un biais cognitif et anticonspirationnistes victimes d'un autre biais cognitif, je n'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Vous me direz, dans ces conditions, pourquoi faire une note de lecture sur un ouvrage de Pierre Hillard, sachant que Pierre Hillard est généralement classé comme un conspi. Alors, on va essayer de préciser les choses. Je ne sais pas si on peut classer stricto sensu Pierre Hillard comme un conspirationniste. Il a, à mon avis, un biais dans son raisonnement. Et je vous dirai après lequel. Mais je ne peux pas assimiler ce biais stricto sensu au biais classique des conspirationnistes. Pierre a en effet deux caractéristiques qui, en tout cas, si on considère qu'il est un conspirationniste, en font un conspirationniste très atypique. Première caractéristique atypique, le sérieux du travail. En général, les gens qui défendent des thèses conspirationnistes ne travaillent pas sérieusement. D'où le fait qu'ils puissent vous raconter des choses absolument extraordinaires sur le complot des Sumériens, sur le complot des Jésuites, etc. Avec Pierre Hillard, on n'est pas du tout dans ce cadre-là, on est dans le cadre de quelqu'un qui travaille sérieusement, qui fait un vrai travail d'archiviste, qui fouille les choses. Une première distinction qui fait que, même en admettant qu'il soit un conspi, c'est un conspi très particulier. Et puis surtout, c'est la deuxième particularité de Pierre Hillard, et c'est fondamentalement pour ça que moi je ne me classerai pas parmi les conspirationnistes. S'il dit que le fond de l'histoire est religieux, il ne s'interdit pas pour autant de prendre en compte dans sa représentation du réel les phénomènes extérieurs à son sujet principal. Je pense effectivement qu'il y a un biais dans la pensée de Pierre Hillard, à la fin je vous dirai lequel, mais je ne crois pas que ce biais soit comparable à celui qui existe chez la plupart des conspirationnistes, en tout cas, et qui est en gros la réduction du monde à la question de la grande conspiration. Pierre est beaucoup trop intelligent pour tomber dans un piège aussi grossier. Non. On ne peut pas le considérer comme un conspirationniste, ou alors il faut admettre que c'est un conspirationniste d'un type très particulier et qui justifie un examen plus approfondi. Je reconnais un point important à Pierre Hillard. Je crois qu'il ne dit absolument rien de faux. Il est possible qu'il formule certains énoncés de manière un peu trop catégorique, en particulier quand il s'aventure dans l'analyse des thèses kabbalistes, qui par nature sont très obscures et difficiles à résumer en quelques paragraphes. Mais il ne dit fondamentalement rien de faux. Il existe indiscutablement un memplex dit catholique qui a permis historiquement de construire ce qu'on appelle la civilisation de l'Europe, c'est-à-dire une ruche d'animaux sociaux humains dotés de pseudo-instincts culturellement construits pour suppléer les carences de leurs instincts naturels de superprimates.
Il existe indiscutablement aussi un memplex dit juif qui a permis historiquement de construire le monde juif, de le faire survivre, en quelque sorte comme une colonie de superprimates dotés des instincts artificiels juifs, au milieu de ruches formées par des superprimates catholiques ou musulmans. Tout cela est vrai, ce sont des réalités objectives qu'on ne peut pas oblitérer. Même si elles renvoient à la subjectivité des acteurs, il n'en reste pas moins qu'en tant que fait social, ce sont des réalités objectives. Indiscutablement, ces réalités objectives ont constitué une trame de fond de l'histoire. On ne peut pas remettre ce fait en cause. Bien entendu, en tout cas dans mon regard d'abominable hérétique, passez-moi l'expression, le vin ne devient pas du sang pendant la messe. Bien entendu, dans mon regard de goy, je doute fortement que qui que ce soit sorti d'Égypte il y a 3000 ans pour monter au Sinaï et en redescendre avec les tables de la loi, mais quand bien même ça serait le cas, de toute façon, ça ne pourrait pas rendre possible l'alliance entre un Dieu qui serait vraiment le Dieu, la force créatrice de l'univers, et un petit peuple proche-oriental. Ce genre de choses ne peut exister, à mes yeux, que dans l'imagination du petit peuple. Mais dès lors que des millions de superprimates catholiques ont cru que le vin devenait du sang, dès lors que des millions de superprimates juifs se sont auto-persuadés que Dieu les avait choisis, on est bien obligé de constater la réalité objective de ces deux phénomènes, catholicisme et judaïsme. Ce n'est pas le contenu de la doctrine qui est une réalité objective, évidemment, mais le fait que les gens y ont adhéré. Et on est bien obligé de constater qu'à partir de là, on a un des très grands facteurs explicatifs de l'histoire. Personne ne peut le contester. Par ailleurs, il est indiscutable que entre le memplex structuré catholique et le memplex structuré juif, il y a eu, passez-moi l'expression, de l'eau dans le gaz et plus d'une fois. Même si, à mon avis, Pierre Hillard ne voit pas toujours comment et pourquoi c'est en partie le monde catholique lui-même qui a sécrété les pathologies que les kabbalistes ont ensuite recyclées pour fabriquer une cabale juive noire, il n'en reste pas moins que cette cabale noire existe. Il faut comprendre ce qu'est la situation d'un groupe minoritaire, ce qu'est la situation d'une caste maudite, ce qu'est la situation des persécutés. En général, quand les porteurs d'un memplex minoritaire se retrouvent immergés dans un memplex majoritaire, ils cherchent d'abord à construire une relation symbiotique avec leur hôte. Tout simplement parce que c'est leur avantage, c'est leur intérêt. Quand on est petit et qu'on vit dans la maison d'un grand costaud, on cherche à être utile au grand costaud. Mais c'est un fait historique, à de nombreuses reprises, l'évolution de la ruche de superprimates humains catholiques a aussi été perturbée par des interactions avec la colonie des superprimates humains juifs. Et donc, petit à petit, les juifs ont fini par être vus comme une sorte d'espèce distincte. Et eux-mêmes, d'ailleurs, par contre-coup, se sont parfois vus comme tels. Cette vision du juif comme un corps étranger dans la ruche chrétienne explique en grande partie l'antisémitisme. Le juif, dans le regard d'un antisémite, c'est un prédateur internalisé, d'autant plus terrifiant qu'il est largement invisible. Un peu, si vous voulez, je vais prendre des métaphores animalières, parce qu'elles sont très révélatrices de l'esprit des antisémites. Ce n'est pas un hasard si les antisémites ont souvent animalisé le juif. Un peu, si vous voulez, comme ces espèces d'araignées intrus qui parviennent à se glisser dans une fourmilière en mimant la démarche des fourmis. L'observation du monde animal est fascinante. Vous avez une espèce particulière d'araignée qui a constaté qu'elle était en danger le jour, à cause de ses prédateurs. Et qu'il y avait un endroit où elle serait protégée, c'était les fourmilières. Et bien cette araignée, qui a 8 pattes, a appris, semble-t-il, à marcher sur 6 pattes, en utilisant les 2 pattes restantes pour mimer des antennes, de façon à se glisser parmi les fourmis.
Étonnant, hein. On a un autre exemple, ce sont les mythes parasites qui parviennent à rentrer dans les ruches. Mais le problème, évidemment, c'est que ces espèces d'intrus, passez-moi l'expression, elles apportent aussi des problèmes dans ces organismes sociaux insectes. Les araignées intrus ont une fâcheuse tendance, quand elles ressortent de la fourmilière, à en profiter pour emmener une ou deux fourmis pour aller les bouffer un peu plus loin. Les mythes parasites diffusent dans les fourmilières des virus qui tuent les abeilles. On peut effectivement faire un parallèle avec la façon dont le juif a été souvent vu par les antisémites, et même avant l'émergence de l'antisémitisme moderne, par, on va dire, des catholiques qui avaient basculé dans un anti-judaïsme religieux obsessionnel. Dans cette optique, eh bien, il faut bien dire que les superprimates catholiques ont considéré que la défense de leur ruche passait par l'élimination des superprimates juifs, ce qui, c'est un des avantages de l'humanité d'ailleurs, n'impliquait pas nécessairement l'élimination physique des juifs, mais pouvait impliquer leur conversion et au besoin leur conversion forcée. D'où un certain nombre de persécutions. N'est-ce pas? C'est pareil dans une fourmilière, quand une araignée intrus est repérée, bah, les fourmis la bouffent. Voilà, dommage de profondis l'araignée. Dans cette optique, eh bien, il était inévitable que les superprimates juifs, à leur tour, s'adaptent et adaptent leur memplex, car les memplex sont soumis à une forme de sélection naturelle, d'autant plus rapide qu'ils sont beaucoup plus plastiques, beaucoup plus souples que les codes génétiques. Puisque les juifs étaient exposés au risque de la conversion forcée, ils ont sans doute effectivement appris à faire semblant de se convertir. Et étant donné que le travail des religions, c'est de donner du sens à ce qui permet de maintenir la cohésion du groupe, n'est pas très surprenant que dans ce contexte, le memplex juif se soit, dans certaines de ses composantes, adapté pour conférer une signification spirituelle, une signification religieuse, une signification cosmogonique à une démarche qui, à mon avis, au départ, est surtout une démarche de survie pratique. Un groupe menacé cherche des parades, des moyens de neutraliser la menace, et en général il finit par trouver parce qu'il y a beaucoup de terrains d'expérimentation, parce qu'il va bien y avoir quelqu'un quelque part qui va finir par avoir l'idée diabolique, c'est le cas de le dire, qui permet de faire ce qui va se faire survivre le groupe. Et puis ensuite, le comportement étant un même, eh bien, il se répand par imitation, et donc il se répand très vite. C'est pour ça que les systèmes fédérateurs humains peuvent évoluer très très vite. Parce que les instincts naturels sont lents à évoluer, mais les mêmes, les instincts, les pseudo-instincts, formés par ces comportements acquis par imitation, eux, eh bien, ils peuvent se transformer très rapidement. En ce sens, même si les acteurs pensent concevoir les outils des stratégies de prédation mimétique qu'ils développent pour renforcer leur memplex, en réalité, ils sont plus agis qu'acteurs. Cela dit, qu'ils soient agis ou qu'ils soient acteurs, il n'en reste pas moins que les kabbalistes noirs ont fait partie de l'histoire du judaïsme, que la guerre des memplex existe et qu'elle est effectivement un des grands moteurs de l'histoire, et sur ce point, je suis Pierre Hillard. Mais de là à affirmer, comme il le fait, que le fond de l'histoire est religieux et qu'il est constitué par l'affrontement entre l'Église et les synagogues, il y a un pas que je ne ferai pas. Donc maintenant, on va parler de mes points de désaccord avec Pierre Hillard. Tout d'abord, je voudrais rappeler que s'il est exact que les memplex font partie des phénomènes structurants de l'histoire, ils ne sont pas forcément en amont de toutes les chaînes de causalité.
ils peuvent aussi être en aval. Bien souvent, les relations entre l'histoire des idées et l'histoire des objets font penser à l'histoire de la poule et de l'œuf. On ne sait pas très bien ce qui est à l'origine de quoi. Deux exemples. À un moment, Pierre Hillard nous parle du protestantisme. Bon, il ne va pas jusqu'à le réduire à une tentative d'infiltration du même plex catholique par le même plex juif. Pierre est quelqu'un de très cultivé, donc il sait que le protestantisme c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais enfin, c'est clairement sous cet angle qu'il aborde le phénomène. Mais est-ce que cet angle est forcément celui qui doit être privilégié? Est-ce que voir les choses sous cet angle, ce n'est pas se dissimuler une partie de l'évolution historique, et ce n'est pas en particulier se dissimuler d'autres moteurs de l'histoire? Désolé d'enfoncer les portes ouvertes, mais c'est un constat incontournable. Luther arrive à peu près une génération après Gutenberg. Alors que ça fait des siècles que juifs et catholiques coexistent en Allemagne. Donc quand on voit surgir Luther, faut-il ramener ça à la question de la coexistence entre juifs et catholiques ou à Gutenberg? En termes pratiques, la réforme protestante doit beaucoup plus à l'imprimerie qu'au judaïsme. Même en admettant que Luther ait été sous influence juive, ou que les protestants d'une manière générale aient rejudaïsé le christianisme, ça peut se plaider, mais ça peut aussi se discuter. Même en l'admettant, le fond de l'histoire, en l'occurrence, n'a-t-il pas été d'abord technologique? N'est-ce pas parce que l'apparition du livre imprimé ouvrait la porte à l'émergence de l'homme visuel typographique, pour parler, comme le sociologue Marshall McLuhan, que les Gutendeutschen chers à Luther ont cessé d'être catholiques? Il faut bien voir ce que c'était que le catholicisme médiéval. C'était une machine sémantique absolument remarquable, d'ailleurs une des plus sophistiquées que l'homme ait conçues. Et cette machine sémantique avait été conçue pour faire fonctionner des sociétés dont la grande masse était formée de paysans, n'ayant pas ou rarement accès à des livres. Tout simplement, cette machine sémantique n'a pas su faire fonctionner une humanité différente ayant beaucoup plus significativement accès à des livres. Le jour où il a fallu faire fonctionner des ruches de super primates bourgeois lettrés, il a fallu inventer un nouveau memplex pour doter ces super primates de pseudo-instincts sociaux artificiels adaptés à la nouvelle réalité que leurs interactions étaient en train de créer. Donc, en l'occurrence, on peut se demander si le fond de l'histoire, ça n'est pas l'évolution des technologies de l'information. Autre exemple, l'effondrement du catholicisme en France dans les années 1960. De la fin du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle, bon an mal an, le catholicisme a défendu ses positions en France. Il avait perdu en grande partie le bassin parisien et la population masculine. Mais il conservait des bastions dans certaines provinces et surtout une grande partie de la population féminine. Dans beaucoup de villages français, à l'époque, le café était en face de l'église parce que, en gros, quand madame allait à la messe et qu'elle ne parvenait pas à y traîner son bonhomme, il allait se réfugier au café le temps que ça se passe. Très souvent, les mêmes plexes peuvent survivre dans un organisme pour des raisons qui sont en fait largement indépendantes des motivations initiales de leur formulation. On m'a raconté l'histoire d'un arrière-grand-père qui avait demandé à être enterré dans le drapeau rouge et à qui sa veuve a fait donner un enterrement religieux. C'est typique. Le catholicisme a survécu à un moment parce que tout simplement il assurait un certain nombre de fonctions qui dans la société d'alors étaient très importantes pour les femmes, tout ce qui tournait autour de la famille. Alors pourquoi l'écroulement du catholicisme dans les années 60 ?
Parce que c'est très net. On voit la pratique catholique tomber brutalement dans la génération qui arrive à l'âge adulte dans les années 60. Eh bien, je pense que la raison n'est pas tellement que les kabbalistes noirs, ceux qui ont un même plex juif, qui au fond, même s'ils ne l'assument pas tout à fait, veut le mal, veut le principe de destruction dans les autres mêmes plex, afin que le principe de construction, le bien, se réfugie en quelque sorte dans leur même plex à eux, parce que en réalité c'est bien de cela qu'il s'agit. Est-ce que c'est cette action, l'action de ces gens-là, qui a fait s'écrouler le catholicisme? Bon, j'admets que ça a peut-être joué un rôle, mais à mon avis c'est extrêmement marginal. Je pense que l'écroulement du catholicisme, dans sa forme des années du début du XXe siècle, c'est-à-dire essentiellement certaines provinces et la population féminine, a eu trois raisons. D'abord, la généralisation de l'éducation secondaire, qui a beaucoup réduit le différentiel culturel entre le curé et ses ouailles, ce qui posait problème étant donné les structures institutionnelles, organisationnelles de l'Église catholique et la façon dont le même plex catholique était diffusé. Ensuite, la télévision, qui a brisé les particularismes provinciaux et donc, entre autres, les particularismes qui servaient de coquille au catholicisme, mais aussi et surtout l'émancipation féminine, car la femme émancipée, la femme libérée des années 60, n'a plus besoin du même plex catholique. En tout cas, elle pense qu'elle n'en a plus besoin. En fait, elle en a vraiment besoin, mais elle ne s'en rend pas compte. Or, qu'est-ce qui a permis cette émancipation de la femme? L'action des féministes, très peu. La femme, je vais vous dire, elle a été émancipée, pour reprendre la formule de mon ami Laurent Ozon, par le robinet d'eau chaude. Vous savez, dans les sociétés du temps jadis, quand vous vouliez de l'eau chaude, il fallait aller tirer l'eau au puits, puis ensuite il fallait couper le bois pour allumer le feu qui permettrait de faire chauffer l'eau. Quand vous êtes une femme, c'est assez compliqué. Vous êtes physiquement, musculairement moins forte qu'un homme. Bon, vous pouvez quand même couper du bois, vous pouvez quand même aller puiser l'eau. Enfin, quand vous êtes enceinte, c'est un petit peu compliqué quand même dans les dernières semaines. On est bien content à ce moment-là d'avoir un gros poilu qui va faire le travail. C'est pour ça que dans les sociétés traditionnelles, les femmes ne sont pas libérées. C'est pas parce qu'elles n'ont pas lu Simone de Beauvoir. C'est parce qu'elles n'ont pas de robinet d'eau chaude. Donc en l'occurrence, est-ce que le fond de l'histoire n'est pas technologique? Est-ce que la donne infrastructurelle n'a pas été décisive dans une évolution, en l'occurrence potentiellement fatale, du même plex catholique? En somme, de mon point de vue, je dirais que ma principale critique du travail de Pierre, c'est que, voilà, dire que le fond de l'histoire est religieux, eh bien c'est oublier que la religion elle-même a des causes. Alors évidemment, je comprends bien que pour Pierre Hilard, qui est un fervent catholique, c'est logique de ne pas admettre cette idée. Pierre pense que le catholicisme, c'est la religion fondée par un charpentier galiléen qui a confié une mission merveilleuse, cosmogonique en quelque sorte, à un pêcheur nommé Pierre. Pour lui, c'est pas un memplex conçu pour doter des superprimates d'instincts sociaux artificiels. Bon. C'est toute la différence entre quelqu'un qui est porteur d'un memplex agissant socialement, comme Pierre, et quelqu'un comme moi, dont le christianisme est philosophique, détaché de son rôle social. Le paradoxe, si vous voulez, c'est que, à mon avis, c'est moi, en fait, qui comprends vraiment à quoi sert le catholicisme, mais c'est à Pierre que ça sert. Parce que le discours religieux ne cherche pas à énoncer, en fait, des vérités, mais à produire un effet sur celui qui l'écoute. Seulement, le paradoxe, c'est que pour que l'effet se produise, il faut justement que l'auditeur croie que le discours vise la vérité. En ce sens,
qu'on ne s'imagine surtout pas que, je pense par hypothèse, mon point de vue meilleur que celui de Pierre Hillard. Je ne fais pas partie de ces gens qui croient en la supériorité de leur religion ou de leur vision de la religion. En un sens, c'est même le contraire. Je comprends très bien les catholiques qui reprochent à Luther d'avoir légitimé le point de vue individuel sur la question religieuse. Il est clair que ça a été le début de la démolition du Memplex qui faisait fonctionner la ruche des superprimates européens, il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, je n'y peux rien. À un moment, visiblement, le Memplex n'est pas parvenu à s'adapter. Et donc, comme disait l'autre, je ne dis pas que j'ai raison. Je dis que je suis moi-même, que je pense ce que je pense, que je ne peux pas penser autre chose que ce que je pense, et que voilà, je me tiens là, je n'y peux rien, et n'est-ce pas, que Dieu me vienne en aide. Outre la question de la poule et de l'œuf, de l'infrastructure et de la superstructure, j'aurais quelques critiques de moindre importance à formuler sur le travail de Pierre Hillard. D'abord, je trouve honnêtement qu'il est trop eurocentré. Dire que l'Église et la synagogue structurent toute l'histoire par leur affrontement, c'est quand même oublier qu'il y a des mondes aussi grands que la chrétienté et où ces deux institutions n'ont la plupart du temps joué quasiment aucun rôle. J'imagine un Chinois à qui on dirait que l'affrontement de l'Église et de la synagogue est central dans l'histoire de son pays. Il trouverait probablement que c'est un peu court. Idem pour un hindou, sans doute aussi pour un musulman, même si vraisemblablement il comprendrait beaucoup mieux ce que ça veut dire. Après, évidemment, il y a une autre façon de voir les choses. Et c'est là qu'on va voir pourquoi, si j'ose dire, je suis très content que le Retour aux Sources, une maison d'édition que j'ai eu l'honneur de cofonder, ait publié Pierre Hillard. Si on comprend par affrontement de l'Église et de la synagogue, non pas le choc entre ces deux institutions, non pas la prédation mutuelle entre deux memplexes structurés de superprimates, mais le choc entre deux visions du monde, alors certes il y a une vraie portée universelle dans le propos. Mais là il faut être très précis et bien comprendre ce que ça veut dire. D'une certaine façon, l'Église et la synagogue ont leur équivalent dans le monde chinois, dans le monde hindou, dans le monde musulman, dans tous les mondes en fait. Il est clair, par exemple, que le face-à-face entre légistes et confucianistes dans la Chine ancienne faisait écho au face-à-face de la synagogue et de l'Église, ou plus exactement de la tendance du judaïsme vétérotestamentaire qui deviendrait un jour la synagogue talmudique, et de la tendance de ce judaïsme vétérotestamentaire qui deviendrait un jour l'Église catholique, puis les différentes églises chrétiennes. En fait, voyez-vous, il s'est passé quelque chose à peu près en même temps dans plusieurs grandes civilisations, en gros vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le langage, qui servait depuis des millénaires à organiser les memplexes d'instincts artificiels, a commencé à s'autonomiser. Un peu comme si à un certain moment le verbe, ayant vocation, n'est-ce pas, à se faire chair, avait dit oh, non, le seul vrai Dieu, c'est moi. Et d'ailleurs, en fait, ça c'est ma compréhension du christianisme, ma compréhension d'épouvantable hérétique. C'est pour ça que je me considère comme chrétien. Moi je ne crois pas à la matérialité des miracles chrétiens, mais j'adhère à ce qu'ils symbolisent. Et c'est pour ça qu'effectivement, en tant que chrétien, je me considère en lutte contre ce qu'on pourrait appeler la synagogue, si l'on veut, c'est-à-dire le verbe mis au service du pouvoir. En ce sens-là, effectivement, il y a une universalité du combat entre une église invisible et une synagogue invisible, si on veut, c'est-à-dire entre le pouvoir mis au service du Verbe incarné et le Verbe mis au service du pouvoir incarné.
Reste à savoir évidemment si cette église invisible est toujours l'église catholique et si la synagogue invisible est forcément la synagogue juive. Là par contre ça se discute fortement. C'est là que je vais être un petit peu désobligeant pour mes amis catholiques, je m'en excuse, mais enfin, histoire d'énerver le monde, je ferai quand même remarquer que vu l'importance de la démocratie chrétienne dans le projet européiste, on pourrait très bien y voir l'expression d'un universalisme catholique perverti. Je veux dire, quand je regarde le drapeau européen, ça me fait plus penser aux médailles de la Vierge euh, qu'à l'étoile de David. Bon alors, en résumé, comment conclure? Eh bien, je dirais que Pierre Hillard a les qualités et les défauts des spécialistes. Les qualités, il connaît très bien son sujet. Les défauts, il a tendance à tout ramener à ce sujet. C'est par ce mécanisme qu'on a un Emmanuel Todd, par ailleurs si brillant, mais qui a une fâcheuse tendance à tout analyser à partir des modèles familiaux. Ou qu'on a un Jacques Sapir, par ailleurs extrêmement pertinent, mais qui semble toujours tout ramener à la question monétaire. Bon, le truc de Pierre Hillard, c'est le fond religieux de l'histoire, alors il ramène tout au fond religieux. Je ne dis pas que ce qu'il dit est faux, car encore une fois, je pense que ce qu'il dit est vrai. Je dis simplement que lorsqu'il pense qu'il explique le mondialisme par cette approche, il se trompe. Il explique un des versants du problème, mais un seul. Il y a beaucoup d'autres façons de percevoir les choses, beaucoup d'autres forces agissantes, et ce que Pierre Hillard interprète comme la force la plus profonde, la plus structurante, n'est pas nécessairement la plus profonde et la plus structurante. Et alors parfois, je crois que cette tendance à réduire les questions à son sujet l'amène à faire vraiment des contresens. Par exemple, à la fin de son ouvrage, il réduit ce que fait Vladimir Poutine à une expression d'une branche concurrente du mondialisme. En gros, mondialisme planétarien contre mondialisme anglo-saxon. L'argument, c'est de faire remarquer que Vladimir Poutine défend une nouvelle version de l'interdépendance. Mais l'interdépendance n'est pas l'ingérence. L'interdépendance peut servir à construire des adossements de souveraineté. En ce sens, Poutine est un authentique internationaliste. Et la grande erreur de Pierre Hillard, à mon avis, c'est qu'il ne voit pas que le mondialisme et l'internationalisme, non seulement c'est pas pareil du tout, mais même c'est le contraire. C'est là qu'il y a un vrai problème dans l'œuvre de Pierre Hillard. Comme il n'a pas perçu le mondialisme comme une idéologie de cautionnement de l'impérialisme, impérialisme qui est un principe de force et qui n'en a pas grand-chose à faire, à mon avis, des élucubrations hallucinantes de Sabbatai Zevi ou de Nathan de Gaza. Eh bien, Hillard ne voit pas comment il faut répondre sur le fond aux gens qui prennent appui sur la nécessité de traiter les problématiques globales. Il ne comprend pas que ces gens-là prennent appui sur cette nécessité pour justifier un impérialisme mondialiste, et donc il ne comprend pas que la bonne réponse au mondialisme ne peut résider que justement dans la construction des interdépendances dans un cadre respectueux des souverainetés nationales. C'est-à-dire que l'alternative au mondialisme, c'est l'internationalisme. L'alternative à l'hypothèse d'une gouvernance globale mondialiste, c'est une coordination globale de gouvernements souverains. Voilà. Sinon, je vous annonce la prochaine vidéo. Il s'agira de la vidéo d'actualité du mois de mai 2018. Donc on va revenir sur les événements très riches de mai 2018. J'ai fait ma vidéo d'avril le 10 mai. Je crois que j'ai dû l'enregistrer. Non, j'ai dû l'enregistrer le 8. Et la montée le 10 et la publier le 11, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme ça. Et entre le moment où je l'ai enregistré et le moment où je l'ai monté,
une partie de ce que je disais était déjà obsolète. C'est-à-dire que ça va vraiment très très vite en ce moment, une partie non négligeable. Donc on va un petit peu revenir quand même sur ce qui s'est passé au mois de mai, ce sera la première partie de la vidéo. Puis la deuxième partie, ça sera une spéciale flux migratoire, puisqu'il s'est passé pas mal de choses, pas mal d'évolutions ces derniers mois là-dessus, et on va faire le point sur cette problématique absolument cruciale. Et je vous dis donc à bientôt.